Bonsoir à tous, bienvenue dans le 1945 sur la chaîne du développement. La nouvelle rentrée scolaire démarre le 16 septembre prochain au Bénin. À quelques jours, les chefs d'établissement, enseignants et parents d'élèves se préparent. Comment s'apprêtent-ils pour une bonne reprise des classes? On en parle dans un instant. L'intelligence économique est indispensable pour tout entrepreneur. C'est une veille stratégique qui permet de détecter toutes les menaces à la suivi de son entreprise. Dans cette édition, le point d'un expert. Se mettre en couple avec le frère de son mari défunt, une épreuve difficile pour les femmes. Mais le phénomène connu sous le nom de lévira a toujours droit de citer dans certaines familles, malgré les lois qui l'interdisent. Déjà 2 mois que les écoliers et élèves du Bénin sont en vacances. L'heure est à présent aux préparatifs de la nouvelle rentrée qui démarre dans moins d'une semaine. Comment les chefs d'établissement, les enseignants et même les parents d'élèves s'activent pour une bonne reprise des classes? Alphonse Padé, de Gracias Faïssé et Ogias Yagli nous apportent ici des réponses. La rentrée scolaire 2019-2020 est imminente. Et si pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi, elle se réveille petit à petit de son sommeil. Déjà, les établissements publics comme privés s'attellent pour une rentrée scolaire réussie. La rentrée se prépare très bien. Et certainement, les cours vont démarrer effectivement le 16 septembre prochain parce que les emplois du temps sont déjà prêts. Les professeurs d'ici demain vont avoir leurs emplois du temps. Ce matin, nous sommes en train de faire la réunion de rentrée pour le collège avec les professeurs, l'attribution des salles de classe, les informations utiles, la réglementation, l'emploi du temps, le recrutement pédagogique. Et après, ils vont s'écarter en atelier par matière et travailler et savoir par où commencer à partir du 16. Donc, c'est le sens de la rencontre de ce matin. Le travail a donc commencé pour les chefs d'établissements et enseignants, lesquels enseignants semblent physiquement et mentalement prêts pour effectivement débuter la nouvelle rentrée. Moi, je suis déjà prêt. J'ai déjà mis à jour mes fiches. On se prépare activement pour la prochaine rentrée. D'ailleurs, nous sommes à la fin d'un conseil de rentrée. C'est un conseil qui nous permet d'ajuster un peu les choses avant que la rentrée ne commence. Quant aux parents, pour des raisons multiples, ils préfèrent inscrire tôt leurs enfants pour éviter les bousculades dues aux affluences de dernière minute. C'est depuis la fin de l'année scolaire écoulée qu'il faut commencer par préparer l'année scolaire à venir. Donc déjà, les dispositions sont déjà prises de mon côté pour que tout se passe très bien. Déjà, je me suis déjà renseigné auprès de l'administration de l'école. J'ai pris déjà la liste des fournitures qui sont déjà disponibles. Il vaut mieux inscrire l'enfant plutôt que qu'à la rentrée, on vous dise qu'il n'y a plus de place. C'est pour cela que j'étais arrivé pour inscrire mon enfant. Et je suis passé pour payer la première tranche. Si parents et enseignants font le nécessaire pour une bonne rentrée scolaire, la balle est alors dans le camp des apprenants. On s'intéresse à présent à l'intelligence économique. Selon les experts, l'intelligence économique est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution de l'information en vue de son exploitation par les chefs d'entreprise. Elle est comme une pratique offensive et défensive de l'information dont l'objectif est de détecter les menaces et les opportunités pour la suivi de l'entreprise. Amitié Sagbidi et Ulvaeus Balogou ont tendu le micro à l'analyste financier Kadib Ndiaye. Ils nous ont dit un peu plus sur le sujet. La raison d'être de toute entreprise, c'est d'abord les profits. Alors, pour faire les profits, il faut avoir des parts de marché, il faut gagner des parts de marché. Et ces parts de marché se gagnent d'abord à travers une bonne information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous n'allez jamais gagner des parts de marché. Vous n'avez pas savoir telle ou telle niche est plus productive que telle ou telle autre. C'est l'information qui vous permet de prendre la bonne décision, de se lancer sur un produit A par rapport à un produit B. D'investir au Bénin ou bien au Nigeria, d'investir en Europe ou bien aux États-Unis. Donc c'est important pour les entreprises de mettre en place des outils
de collecte d'informations, de façon à saisir les opportunités rapidement et de façon aussi à détecter les menaces. La première chose à faire, c'est de mettre en place une petite cellule de veille stratégique au sein de l'entreprise et de déléguer pour chaque personne qui est dans l'entreprise, de lui dire telle ou telle personne se charge de la veille politique. Quelles sont les intentions de l'État sur les entreprises? Est-ce que l'État va augmenter les impôts sur les sociétés? L'impôt sur les sociétés vient des entreprises. C'est les entreprises qui payent à l'État l'impôt sur les sociétés. Alors, si l'État décide à l'avance d'augmenter les impôts, alors le chef d'entreprise doit être au courant de ça, de se préparer. Deuxièmement, si l'État aussi a l'intention d'augmenter les taxes sur les produits. Troisièmement, le fait de mettre en place une veille concurrentielle. Mes concurrents sont en train de faire quoi? Ils sont dans quel produit? Quelle est la niche d'avenir sur laquelle je dois produire? Ces entrepreneurs ou bien ces chefs d'entreprise auront l'information à temps et vont prendre une décision à temps et vont augmenter et stabiliser leur chiffre d'affaires à travers l'accroissement de leur marché intérieur et extérieur. Se remarier après le décès de son conjoint n'est pas toujours aisé pour les femmes. Il l'est encore moins si le futur époux n'est rien d'autre que le frère du défunt. Au Bénin, la pratique reste encore ancrée dans certaines familles. Les causes du lévirat sont nombreuses et le phénomène ne semble pas faiblir malgré les nombreuses lois qui l'interdisent. Certains y voient la chosification de la veuve. Lazare Migan, Patrick Adjagboutou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévirat. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les deux que j'ai de mon défunt mari. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévirat est toujours d'actualité dans certaines familles. Un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévirat ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévirat se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévirat aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévirat persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING
qui décide de lutter contre le lévirage, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévirage. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives et contre les instrumentalisations du lévirage. Le lévirage a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Hors du Bénin, le Malawi table sur une croissance de son produit intérieur brut à 5% en 2019 et à 7% en 2020. C'est ce qu'a annoncé lundi dernier l'autorité en charge des finances du pays. D'après le responsable, cette prévision est due à un retour des pluies ayant stimulé la croissance agricole. Cette situation devrait permettre de relancer les exportations de tabac, de thé et de canne à sucre dont la croissance avait été affaibli suite à une sécheresse qu'a connue le pays. Le gouvernement espère réduire le déficit budgétaire et ralentir l'augmentation de la dette publique qui s'élevait à 62% du PIB en décembre 2018. En Zambie, l'un des plus importants fournisseurs d'intrants envisage d'investir près de 115 milliards de francs CFA dans le secteur agricole du pays. Le financement sera mobilisé grâce aux banques africaines régionales, aux lignes de crédit, à l'exportation, aux fonds propres et aux emprunts auprès des financiers européens et américains. Ces fonds serviront entre autres à l'expansion de la capacité de stockage de céréales de 28 000 tonnes à 105 000 tonnes d'ici 2022, à la construction d'un barrage d'irrigation pouvant mobiliser 80 millions de mètres cubes, à construire une centrale solaire de 500 MW et à financer des projets additionnels comme la mise sur pied d'un abattoir et le développement des installations de l'entreprise agricole. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement.